Ah, Salut. voilà, c'est la bonne. Salut à tous et bienvenue dans Beats, épisode numéro 148. J'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'il faudrait que je refasse le stream deck. J'ai complètement foiré mon setup du stream deck. Il y en a un pour Stéphane, un pour toi, et là, forcément, ça a pris le mauvais. Pas de problème. Tu m'appelles Stéphane si tu veux ce soir. Non. Donc, Bertrand est avec moi ce soir pour ce Beat. En fait, une fois n'est pas coutume, mais l'actualité en ce moment est pas folichonne. Alors, il y a un peu de tout, hein, évidemment. Mais c'est pas non plus incroyable. Donc voilà. Bon, on a quand même Euh, des trucs bien, restez connectés. ouais, ouais, et ouais. Attends. Énorme, Stéphane en blanc, on dirait un méchant dans le genre James Bond. Mais c'est pas Stéphane, c'est Bertrand. Non, C'est Bertrand le méchant de James Bond. ouais, je suis un peu suréclairé en fait. Non, non, mais ça va, ça va. Ouais, il est toujours bien sapé, hein, Draxas, t'as raison. Hein. Toujours sa petite veste et tout. Confinement, pas confinement. Y en a qui savent tenir la classe, c'est tout. Hein. Il y a un standing, c'est Beats quand même. Ouais. Et ouais, exactement. D'ailleurs, on en profite pour tenir ce standing. Il faut du pognon, hein, pour que Bertrand puisse se payer des costumes. C'est ça. Tipeee.com/stdrenegade. Twitch Prime, évidemment. Il n'a pas les boutons de manchette Apple. Ah, mais justement, si vous avez un Twitch Prime, n'hésitez pas à sub à la chaîne. On pourra lui payer des boutons de manchette Apple. Et ça change tout. Je pense que Donc, ça va motiver tout le monde. ah bah là, je pense que tout le monde va vouloir te payer des boutons de manchette Apple. C'est une évidence. C'est une évidence. Et donc, je disais, ouais, le tipeee.com/std Renegade pour le prix d'un café par jour, soit à peu près 5 € par mois. Merci d'ailleurs pour le sub Hydreliox. Pour le prix d'un café par mois, pas un café parisien, mais le prix d'un café par semaine par mois, donc 5 € en gros, en moyenne. Vous avez la possibilité d'accéder au Slack et continuer les discussions que l'on a dans les émissions après, parler entre les émissions, rejoindre la communauté, tout ça. Voilà, voilà. Merci Xort aussi pour ton sub. Bon, première news, hyper importante. Ouais. Disney+. Pour tous ceux qui sont en confinement avec des enfants. Eh oui, c'est l'ouverture Disney+, avait été repoussée, tout ça, machin, et voilà. Maintenant, Donc, on y est, ça le y est. service est lancé. Donc depuis hier, avec deux formules, une sans abonnement et une avec Mhm. abonnement. Donc sur ceux qui sont en abonnement sur un an, c'est 69,99 Ah, euros. engagement, tu veux dire, pas abonnement. Engagement. Engagement, ouais, 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 sur un an. Et ensuite, sinon, c'est 6,99 € par mois Mhm. si on s'abonne directement. Et ceux qui se posent la question de se dire, mais comment je peux y accéder depuis ma box? Mais ouais, Il y a Canal+ qui a négocié une belle exclusivité pour la distribution pour l'instant. ouais. Et donc, il faut passer par Canal+. Et là, dans ce cas, vous payez l'abonnement à Canal+, plus le Disney+. Mhm. Et vous en avez pour 19,90 € par mois. Et je pense par contre que c'est pour une durée limitée. Ouais. Donc, Canal+, plus Disney+, beaucoup de plus quand même. ouais, ouais, c'est vrai. Ça allait C'est avec. Et exactement. bon, beaucoup de com quand même de Canal, hein, qui a bien négocié sur ce coup-là. Et Ouais. si vous prenez donc directement par Disney+, et donc vous passez par le site internet, ou vous passez par l'App Store ou le Play Store, Mhm. vous avez 7 jours de test avant C'est pas de mal. devoir payer le premier mois. C'est très bien, je trouve. 7 jours de test, c'est... Alors après, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui offraient le premier mois, hein, tu vois, genre des Netflix ou autre. 7 jours, c'est un peu Ouais, pingre quand on y c'est pense. vrai. Mais... Après, la question c'est est-ce qu'au bout d'un mois, est-ce que vous auriez toujours envie de rester? Ah, ben ça, c'est la bonne C'est la question. question. Ça, c'est la bonne Voilà. question. Mais déjà en 7 jours, vous avez le temps de regarder le Mandalorian, tout ça, ça se fait, Ouais, quoi. regardez quelques séries. Sur les États-Unis, on a eu quelques retours dessus et Ouais. pour l'instant, le démarrage a été en trombe, hein, ça a très très bien marché au démarrage. Par contre, il y a quand même pas mal d'attrition Ah ouais? et plus d'attrition que ce qui se fait sur Netflix. Pourquoi? Donc Netflix résiste très bien et donc il y a un bel effet, en tout cas sur Disney+, avec Mhm. pas mal de personnes qui s'inscrivent et un gros effet de masse parce qu'il y a un catalogue. Ouais, je pense que c'est ça, en Après, le fait. C'est qu'ils arrivent catalogue avec un catalogue est... monstrueux. Ouais, c'est par rapport à Apple, par exemple, hein, Oui. si on fait une comparaison, ça n'a rien à Ah bah voir, là, vraiment rien à c'est voir. même pas comparable. Par contre, en France, avec la chronologie des médias, par Ah exemple, bah il pour manque tout des ce qui Marvel, est sans doute, et tout Marvel, ça. Ouais. ben ouais, par exemple, on n'a pas les Gardiens de la Galaxie 2, pour te dire. Oh mon Donc je crois dieu! qu'on est sur du 36 mois. Et les Gardiens de la Galaxie 2, ça va arriver fin avril.
Donc, Ouah, 36 méga mois. exclu. C'est vraiment dommage. Ouais. Vraiment, enfin bon, voilà, Ok. ça encourage pas, et moi je trouve que c'est dommage Bon, et en plus, niveau la veille, ils avaient piratage. annoncé aussi qu'il n'y aurait pas de 4K, hein, puisque confinement oblige, tout Oui, ça, exactement. les réseaux et tout. Alors, vu que le confinement va durer longtemps, attendez-vous à pas avoir de 4K pendant un long moment, en fait. Ouais, on verra ça demain soir, Bah ouais. puisqu'on enregistre et on fait ça en live le mercredi. Ouais, Donc, on verra ce qu'ils vont nous annoncer. Bon, en tout exactement. cas, belle offre, avec pas mal de choses. Vous avez plein de vieux films à découvrir aussi. Ils ont Oui. mis pas mal l'accent dessus, avec des films comme Rocketeer, par exemple, aussi. Ouais, comme on dit Moi, j'aime aussi bien, Juju, qui n'a pas forcément la marché bande à au Picsou de démarrage. 1996. Ah non, mais Rocketeer, c'est top. Ouais. Donc voilà. Et pas mal de dessins animés ou autres. Et moi, par exemple, j'ai mon fils qui est fan de la maison de Mickey, donc il a des saisons qu'il n'avait pas vues Ah, sur la Netflix. maison de Voilà, Mickey. Maison voilà, c'est de ça. Mickey. C'est Je suis moche, par content contre, d'être pour tous ceux qui sorti. écoutent. Tolex, pour Ça info, me The rend la tête. Mandalorian sera dispo sur Canal Plus aussi. Ah, c'est cool. Alors, il me Euh, semblait que c'était le premier épisode sur Canal+. Ah, peut-être que le premier, ouais. Et, ouais, pour faire du teasing, mais je savais pas que c'était aussi Alors, les autres normalement, épisodes. c'est censé. L'Hydrix, c'est censé être les marques de Disney et d'autres. Oui, donc Un on peu a de tout. Fox aussi dedans, Ouais, non, tu vas avoir des trucs de la Fox et typiquement. tout. Tu dois retrouver peut-être les X-Men, un de Ouais. ces quatre et ce genre de trucs, quoi. Oui, tu as les X-Men dedans, Voilà. effectivement, la trilogie, là, et même plus que la trilogie. Ouais. Tiens, je sais pas si Donc, sur la capture, ce qu'on voit, bon, tous les planes, machin, non, là, c'est du pur Disney sur ouais. la Et donc, capture. en fait, Ah, tu choisis un peu tes univers. Avatar. Ouais. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas Et vu, donc, Avatar. on a également les Trons, ou Tron, comme tu veux. Mhm. Donc, le 1, le 2. Enfin, il y a pas mal de choses à découvrir, mais Oui. en France, c'est quand même un peu bridé par la chronologie des médias. C'est dommage, donc pas de Endgame, bien évidemment. Et non, vous l'oubliez pour le moment. Ouais. Bon, stop Covid. Stop Covid, Et j'ai oui. envie de dire. Alors, j'en ai parlé plein de fois de cette possibilité à la singapourienne d'avoir une application de tracking de gens malades. Alors, autant vous dire, ça fait déjà polémique en France. Tous les hommes politiques du moment se disent ah non, mais les libertés, les machins. Non, Singapour, Lidrix. Le principe, ça fonctionne en Bluetooth. En gros, dès que vous croisez quelqu'un, on trace le fait que vous l'ayez croisé, en fait. Voilà, c'est ça l'idée. Bon, ça n'utilise pas la géolocalisation, tous ces trucs-là, vous oubliez. C'est vraiment, par exemple, je croise Bertrand, je passe quelques minutes avec lui. Nos téléphones vont s'échanger le fait qu'on ait passé du temps ensemble. Sauf que c'est comment ça s'appelle c'est chiffré, c'est anonymisé. C'est-à-dire que mon téléphone va l'enregistrer. Moi, j'ai pas accès à ces données-là, en fait. Savoir que je t'ai croisé toi ou d'autres gens dans la rue. Je ne sais pas qui tu es, en fait, et voilà. Et l'idée, c'est que par contre, si moi, je commence à avoir des symptômes, je vais voir un médecin, je suis testé, je suis Covid positif. Ok, dans ce cas-là, le médecin va me demander de signaler à tous les gens que j'ai croisés que je suis Covid positif. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En gros, grâce au tracker, je vais pouvoir envoyer une alerte à tous les gens que j'ai croisés sans savoir qui c'est, en disant je suis malade. Donc, si vous développez des symptômes, allez vous faire dépister, machin et tout ça. Et ça va permettre comme ça de remonter qu'on s'appelle des pistes de contamination, des branches de contamination, et les endiguer assez vite. En disant confinez-vous puisque vous avez croisé quelqu'un qui est susceptible d'avoir le Covid. Et ça marche pas mal. Donc c'est chiffré. Hein. Les deux téléphones s'échangent en gros leurs ID. C'est anonymisé. Voilà. Quand vous inscrivez à l'appli, vous associez votre numéro de téléphone avec votre ID. Donc voilà. Et c'est basé sur le volontariat. Hein, bien sûr, aujourd'hui c'est pas imposé. Peut-être que demain elle le sera. C'est-à-dire que peut-être que tu seras croisé. Tel que c'est présenté aujourd'hui, en tout cas, on parle bien de volontariat. Oui. Maintenant, après, on verra dans le temps si ça évolue. Oui. Après, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait dit qu'il n'y aura aucun tracking. C'est ça. C'est ça. Bon, là, tout compte fait, on est en train de mettre une application. Quand je dis ouais, alors c'est pas du tracking géologue, voilà. On sait pas où t'es en temps réel et tout ça. C'est ça, c'est anonymisé et ça conserverait pas les données. Non. Chagrin qui dit on peut faire pareil avec le sida. Non, parce que le sida ne s'attrape pas juste en passant du temps dans la même pièce avec une personne et en parlant avec elle. Il faut faire un peu plus que ça. Mais voilà l'idée. Donc c'est pas mal. C'est la solution évidemment la plus intelligente à utiliser. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé enfin à des experts numériques
et pas des experts en sécurité abrutis qui te diraient il faut traquer les gens avec le GPS, machin et tout ça. Oui, le code est open source. Tolex, c'est justement, en fait, il se base sur l'appli qui est utilisée, le Trace Together, là, qui est utilisé à Singapour. C'est Singapour qui a open sourcé l'app, en fait. Donc, ils ont dit utilisez-la si vous voulez, et voilà. Du coup, l'app serait prête d'ici 3 à 6 semaines, si évidemment c'est accepté par la CNIL et tout ça. Là, honnêtement, elle est RGPD compliant, cette app. Donc, pour en moi, Europe, là, c'est essentiel. Hein. On n'a pas le choix là. Voilà, pour moi, ça pose pas trop de soucis. L'application donc serait en déploiement entre fin avril et fin mai, voilà. À voir si ça sera utilisé ou pas, parce que c'est encore pas certain. Il y a déjà des voix qui s'élèvent en disant mais non, on va pas se mettre à traquer des gens, vous vous rendez compte? Ils ont rien compris en fait. Il y a des hommes politiques qui aujourd'hui sont exprimés qui n'ont rien compris à la façon dont fonctionnait l'app. C'est juste complètement con. En disant oui, mais grâce au Bluetooth, on va savoir où ils sont exactement. Non, c'est pas ça en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, mais si, mais non, je te promets, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est pas grave, ils ouvrent quand même leur gueule et ils font chier. Mais honnêtement, pour moi, c'est. Je sais pas si Mélenchon en a parlé, Nico Poppy, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui comprennent pas en fait l'intérêt du truc. Ils partent du principe que ça y est, on va réduire la liberté de qu'on s'appelle de circulation ou les libertés des gens quoi en fait. Donc c'est un peu se tromper de combat puisque en fait c'est pas du tout ça. Donc quelles sont les limites du stop Covid, parce qu'il y en a quelques-unes hein. En fait l'application est volontaire et si on n'atteint pas un seuil suffisamment important d'installation, ben ça servira à rien. Si moi je l'installe mais que les 100 personnes autour de moi l'ont pas, ben ça ne sert à rien. C'est ça. Donc, il faut qu'il y ait un seuil critique en termes d'installation. Voilà, exactement. Mais en fait, c'est comme pour l'immunité de groupe, il faut un seuil critique de gens immunisés. Ouais. Bah là, c'est pareil. Il faut un seuil critique de gens qui installent l'app. Autant dire que si jamais il la recommande, moi, je vais l'installer tout de suite. Non pas parce que j'ai peur, mais juste parce que c'est utile pour les autres. Si demain, je suis malade et j'ai croisé des gens, bah, je peux le signaler aux gens sans savoir qui ils sont, ni tu vois. Enfin, voilà, c'est ça l'idée, en fait. Donc, et les gens seraient contents de savoir qu'ils ont croisé quelqu'un d'infecté, tu vois. S'ils commencent à avoir des symptômes, ou bref. Ou commencer à rédiger un testament, je ne sais pas. Cependant, voilà, il y a ce souci-là. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'il faut une politique massive de tests. C'est-à-dire que tu peux pas déclarer quelqu'un positif s'il n'a pas été testé positif. Donc, c'est bien d'installer l'app. Mais si la personne qui est malade n'est pas testée, on peut pas la déclarer positive sous peine de faire paniquer des gens pour rien en fait. Et puis surtout pour que ce soit efficace, il faut vraiment qu'elle soit infectée, sinon ça ne veut rien dire. Il faut un smartphone surtout, oui, mais tous les smartphones compatibles le sont, mais voilà. Mais il y en a quand même beaucoup en circulation. De nos jours, quand même, les smartphones, c'est assez courant quand même, je pense, pour qu'on puisse se permettre de mettre une application. Par contre, effectivement, le nombre d'installations sera prépondérant parce que si c'est installé par 2000 personnes, ça servira strictement à rien. C'est ça. Moi, j'espère quand même... Il faut que ça soit des millions. Ouais, j'espère quand même que l'application sera autorisée à fonctionner en tâche de fond de façon permanente sur les iPhones. Ah oui. Parce qu'on sait que ça les tue, qu'elles tuent les apps, les apps de géoloc, entre guillemets. Sauf qu'en fait, ça sera une app de géoloc. Mais pas de géoloc dans le sens, on a ton comment s'appelle, ta position GPS. C'est une app de géolocalisation par rapport à d'autres en Bluetooth. Voilà. Oui, mais dépistage de masse, Julien TH, on pourra jamais tester tout le monde aujourd'hui tout de suite. Mais si on veut commencer à déconfiner, à faire sortir les gens, ça peut justement être pas mal. Et aussi, il y a un autre souci, c'est que, en fait, il faut quand même un niveau de maîtrise des technologies pour savoir installer l'app, activer le Bluetooth et tout ça. Donc, on revient au problème de mamie avec son 3310. Mais voilà, mais l'idée c'est d'aider justement les personnes âgées à installer cette app et ainsi de suite. Mais honnêtement, moi je trouve que c'est la meilleure solution. C'est la moins intrusive, c'est celle qui respecte le plus la vie privée. Enfin, de ce côté-là, il y a juste rien à dire quoi. Il y a vraiment juste dans les solutions en tout cas qu'on peut voir à travers le monde qui vont dans ce sens-là en tout cas, c'est la moins intrusive. Si c'est vraiment ce qu'ils disent, elle est totalement RGPD compliant. Ouais, c'est vraiment ce qu'ils disent. Déjà énorme. Le code source est dispo et tout, donc. Oui, voilà. Mais c'est juste que pour l'instant, j'attends juste d'avoir des retours d'analystes, on va dire indépendants,
Oui. Pour pouvoir garantir ça. Mais si c'est donc bien le cas et que c'est confirmé, oui. on est bon et c'est le minimum en tout cas pour que ça puisse fonctionner. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, voilà. Stop Covid, c'est sans doute ce qui va peut-être être annoncé demain par notre cher président dans son intervention, qu'il faudra peut-être installer une app à la fin du mois quand elle sera prête. Donc on verra bien, mais en tout cas, si demain ils demandent à faire une campagne de communication sur l'installation de l'app, j'en suis. Il n'y a pas de souci. Bon, justement, on va parler de technologies qui font peur. Parce que c'est vraiment exactement ça. On a peur d'être géolocalisé, mais on a aussi peur de la 5G. Et ouais. Eh oui. Et pourquoi on a peur de la 5G? Le titre qu'on s'est dit, c'est les antennes 5G qui brûlent. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de problème avec les antennes. Les antennes 5G qui ne prennent pas spontanément. Voilà, c'est ça. Pas de combustion spontanée. Donc le titre était un peu ironique là-dessus. Donc c'est principalement au Royaume-Uni où il y a déjà 3 antennes 5G qui ont été incendiées donc volontairement. Oui. Par des personnes qui ont eu une communication et donc il y a un lobbying en ce moment. Alors attends 2 secondes avant ça, Julien Théa, je pose une question intéressante. Moi je me pose la question de comment tu arrives à contacter les gens juste avec trace Bluetooth. En fait, l'idée c'est que tu dois renseigner ton numéro de téléphone qui va générer un ID unique, d'accord ? Et cet ID unique et ce numéro qui contient ce numéro de téléphone est forcément stocké côté serveur quelque part. Et l'idée, c'est que quand toi tu es déclaré positif, ça va envoyer tous les ID que tu avais dans ton téléphone sur un serveur qui va ensuite se charger d'envoyer la notif en gros à tous les gens en fait. Alors je te dis le numéro de téléphone, mais je crois pas que ce soit le numéro de téléphone, c'est l'ID de ton appareil en fait. Il génère un ID sur ton appareil et ça envoie une notif dans l'app en fait. Et qui dit attention, voilà. Donc en fait, il y a un côté client-serveur. Sur le côté serveur, tu as les ID anonymisés en fait. Voilà. Donc du coup, oui, on continue. La 5G. Je refais mon intro. Non, vas-y. Non, mais oui, il y a des théories du complot autour de tout ça. C'est ça, voilà. Théorie du complot autour des antennes 5G et qui marche malheureusement bien au Royaume-Uni, puisque ces théories-là sont reprises assez fortement, et notamment sur YouTube, on va s'en parler. Oui. Et dans ces théories, en fait, ils disent que la 5G favorise le déploiement du Covid-19, ou que le Covid-19 est juste un moyen de venir masquer la contamination que feraient les antennes 5G, et qu'en fait, les problèmes que l'on a, c'est pas le Covid-19, c'est lié à une contamination via les antennes 5G, via les ondes. Les antennes. Tu dis enceinte depuis tout à l'heure parce que tu rêves d'avoir un nouvel HomePod, je pense. J'ai dit quoi? Enceinte 5G. Ah oui, d'accord, effectivement, antenne. Pardon. Donc, antenne 5G. Donc là, c'est vraiment une grosse théorie là-dessus. Et sachant que, attention, il y en a 3 qui ont été brûlés, mais en fait, il y en avait 4 qui ont été ciblés. Et la 4e, en fait, c'était des antennes 4G qui ont été détruites, pensant que c'était une 5G. Et ils disent, stop, là, on arrête, parce qu'eux aussi sont en crise pandémique en ce moment au Royaume-Uni. Mais non, mais en fait, non, mais il y a un truc aussi. 4G, c'est catastrophique. Bah oui, mais en fait, le truc, c'est qu'ils écrivent sur les antennes 5G, 5G. Ils ont qu'à écrire GPRS, tu vois. Et comme ça, les gens vont se dire, oh non, mais c'est de la merde, ça sert à rien de le brûler, tu vois. C'est vrai. Voilà. Donc ils disent, voilà, stop. Donc déjà, arrêtez de détruire les antennes 5G, mais en plus, arrêtez de détruire les antennes 4G, parce que là, en ce moment, on a un fort besoin de communication. Alors, j'ai une petite image d'illustration. Ouais. Donc voilà. Donc arrêtez de travailler là-dessus et de venir détruire ça. Donc il n'y a aucun lien. Et pour le coup, il y a une campagne qui a été envoyée au niveau des différents médias et des réseaux sociaux, donc notamment YouTube, qui a déclaré qu'il allait limiter maintenant la diffusion des vidéos. Ah, maintenant ils censurent. Voilà. Ouais, exactement. Et donc ils vont faire en sorte que ça ne remonte pas de manière forte dans les algorithmes et tout ça. Voilà, exactement. C'était le cas, hein. Et là, maintenant, c'est du côté de Facebook et Twitter, où il n'y a pas de nouvelles annonces sur le sujet, mais on a cependant, sur Facebook, lorsque nous cherchons maintenant 5G coronavirus, premier résultat, c'est le site d'information du Covid-19. Voilà, officiel.
Voilà, information officielle. Et sur Twitter, en fait, ils ont fait des requêtes pour, à chaque fois qu'il y aurait des tweets qui mettent en danger d'autres utilisateurs ou se faisant passer pour des experts, alors ils sont automatiquement supprimés. Et donc, ça viendra par effet de bord supprimer les tweets qui vont là-dessus pour tous ceux qui se qualifieraient d'experts ou pas dessus. Ouais, bien sûr. Donc, c'est un vrai sujet. Au début, moi, je pensais que c'était... voilà, que ça faisait partie des petits buzz un peu drôle, de théorie. Non, c'est un vrai gros sujet. Il y en a vraiment qui y croient et malheureusement ça va loin et ça va beaucoup trop loin actuellement. Ah oui, ça va très très loin. Moi je connais des gens un peu éduqués qui y croient aussi. Et là, ça me fait peur, quoi. Et c'est des gens qui, tu vois, on a dit, oui, mais regarde, avec le H1N1, c'était le début de la 3G, il y a eu je sais pas quoi avec la 4G, c'est à chaque fois lié à une nouvelle technologie, je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas eu cette explication-là, tu vois. D'accord, ok. Donc c'est juste fou, quoi. Les gens, ils mettent des théories sur ça, alors ce qui t'explique, il y en a même, alors des fois, ça va même très très loin. Les anti-vax essaient de reprendre aussi le truc à leur compte. Et alors eux, ils vont très très loin parce qu'ils t'expliquent que dans les vaccins, certains t'injectent des puces, des nanopuces minuscules, qui en fait réagiraient justement à ces ondes 5G. Il y en a d'autres qui diraient aussi que le coronavirus en fait est sorti d'un labo chinois parce que pour masquer les effets nocifs de la 5G sur notre corps quand on active les antennes, pour qu'on regarde pas en fait ces effets-là, mais qu'on se dise il y a un virus qui nous tue, et en gros masquer le fait que la 5G nous tue et ainsi de suite. Enfin, c'est juste hallucinant. Il y a cette théorie-là, je l'ai entendue. Ah non, mais après, oui, mais faut pas oublier, aujourd'hui, on a un ennemi invisible qui tue, et il faut des coupables. Ah, mais bien sûr. Si on peut se venger sur des antennes ou en train de quelque chose de physique qu'on peut attaquer pour pouvoir dire qu'on a fait quelque chose pour lutter contre, on cherche. Il faut des responsables, il faut matériellement pouvoir se venger et faire quelque chose. Donc, on cherche aussi des choses. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, bref, du coup, maintenant, enfin, un peu de bon sens quand même. On a la possibilité de censurer ces vidéos-là. Moi, j'avais essayé de faire censurer une vidéo justement sur ce sujet sur YouTube et j'ai pas réussi. Il n'y avait pas de motif, je raconte de la merde. Il y avait que la description correspond pas à la vidéo, j'insulte des gens ou j'incite à la haine, et c'est pas le cas non plus. Nudité, c'était pas le cas. Viole les droits d'auteur, c'était pas le cas non plus. Bref, c'était impossible de faire censurer cette vidéo-là. Et finalement, écoute, YouTube a pris les devants en proposant ce truc-là, donc pourquoi pas. News suivante, on va parler de Teams, qui va intégrer une fonctionnalité incroyable que tout le monde attendait, les fonds personnalisés. Personne ne le fait. Alors, il faut savoir que Zoom, justement, une partie du succès de Zoom, c'est ça. C'est qu'en fait, on peut faire n'importe quoi dessus, tout ça, machin. Et donc, la nouveauté, c'est que vous allez pouvoir... Jusqu'à présent, on peut mettre un fond flou derrière avec un détourage plus ou moins réussi. Et bien là, en fait, plutôt que d'avoir un fond flou, on va remplacer le fond. Voilà. On va remplacer le fond avec une image custom. Alors, c'est pas pour tout de suite, parce qu'en gros, là, en avril, déjà, on va pouvoir ajouter des effets sur les vidéos. Genre, moi, par exemple, là, j'ai mis l'effet chauve, du coup, j'ai plus de cheveux. Mais vous allez pouvoir avoir... Bien fait. C'est hyper bien fait. Hein. J'avoue, là, Microsoft fait quand même des choses incroyables. Vous avez, en fait, à partir du mois de mai, du coup, cette option de pouvoir changer le fond. Alors, on en rigole. Là, l'idée, en fait, derrière ça, c'est que c'est surtout pour masquer, en fait, si, par exemple, t'as des gens derrière toi ou ce genre de truc. C'est ça la première utilité, en fait. Voilà. D'ailleurs, le flou sur Teams est tellement prononcé qu'il n'est pas très naturel. C'est-à-dire que si on pouvait juste le diminuer un peu, le régler, ça serait pas mal. Parce que moi, je l'utilise, mais le flou. Mais comme tu vois, j'ai des entretiens avec des étudiants, tout ça, je veux pas qu'ils voient tout ce que j'ai derrière et tout ça, donc je mets le flou. Mais voilà, c'est un peu problématique. On peut déjà le faire depuis un bail. Ah oui, tout à fait, Pentinou. Très bien, Tout à fait, Pentinou. Hein. Justement, c'est une fonctionnalité qui n'existait pas dans Teams et qu'ils ont rajouté, quoi. Voilà. Donc, et ça marche très bien sur Zoom. Hein. Enfin, ça marche hyper bien sur Zoom. Par le résultat. Hein. Ah oui, ça marche hyper bien. Honnêtement, ça marche hyper bien. Si tu bouges pas trop, que tu fais pas ça, voilà, si on s'aligne là-dessus, autrement, ça marche très bien. Voilà. Donc, pourquoi pas. Tu reçois un appel Teams quand tu organises une partout, et hop, changement de fond. Ouais, c'est ça, exactement.
Le fond flou est hyper utile pour le télétravail. Tout à fait, Tolex. Mais je trouve qu'il est un peu fort. Voilà. Donc, bref. Mais c'est vrai que pour une fois, je vous conseille quand même d'utiliser Teams plutôt que Zoom si vous avez, si c'est dans le cadre du travail quand même. Bah justement, tout à l'heure, on va se parler du télétravail. Et voilà, ça sera le dossier. Ah, c'est vrai que j'aurais dû dire, c'est un peu le dossier de l'émission qu'on va faire en deuxième partie. Quelques conseils pour le télétravail. Exactement. On va parler de Microsoft toujours. Microsoft qui a décidé de faire que... Bah, ça sera conférence en ligne jusqu'à juillet 2021. Merci beaucoup pour le follow, Gilles94. Alors, c'est étonnant, parce que tu te dis, tu t'attends plutôt à un juillet 2020. Mais c'est ce que je me suis dit en lisant l'article. Mais là, juillet 2021, c'est-à-dire que même l'E3 l'année prochaine, bon, si E3 il y a, ils n'y seront pas en fait. Et c'est juste fou. Donc, en gros, ils ont décidé de reporter tous les événements Surface, tout ça, machin, la build et tout ça. C'est fini. Donc, pour annoncer des produits ou annoncer des confs, des machins et tout ça, ils vont tout faire en virtuel, en ligne, donc en digital first, comme ils disent. Donc voilà, c'est... Sachant qu'ils ont quand même pas mal d'annonces. Oui, bien sûr. Là, on remonte... Ces images-là, peut-être que vous ne les verrez plus jamais. Alors, on en parlait, justement. Là, ça avait été l'objet de notre premier Bits confinement, comme ça, sans être au studio. On parlait justement de l'avenir des conférences et du monde de demain, en tout cas, pour tout le high-tech et les conférences high-tech. Et c'est fini, en fait. Enfin, c'est fini, honnêtement. Si Microsoft déjà planifie d'aller jusqu'en 2021, alors je pense qu'il y a aussi des raisons économiques à ça. Ça fait quand même des millions de dollars économisés parce que ça demandait beaucoup d'argent d'organiser ces confs aussi. Hein. Faut dire logistique. Voilà, grosse logistique et tout. Exactement. Tout à fait, donc ça permet d'économiser un peu d'argent. Et tu maîtrises ta com beaucoup plus que lorsque tu fais un show en live où il peut se passer quelque chose. Exactement. Ah, tiens, j'ai un... Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un... Je sais pas si c'était Cortana ou je ne sais quel assistant qui s'est lancé en plein écran. Je ne sais pas pourquoi. Bref, en tout cas, c'est étonnant de la part de Microsoft et ça veut dire beaucoup en fait, je trouve. Donc bon, je pense que vraiment on va avoir un avant et un après. Hein. Mais bon. Ouais, ça c'est certain. Enfin, moi j'en suis persuadé. Et jusqu'à présent aussi, c'était compliqué pour eux de tester en se disant et si j'y vais pas, qu'est-ce qui se passe? Oui. Et là, ils vont le voir en fait. Ah, et ils vont voir s'il y a des impacts, le fait de ne pas faire ces confs-là. Et s'ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'impact sur les ventes, en dehors des crises actuelles, bah, effectivement, il faut arrêter d'investir des millions bien sûr. Et les replacer ailleurs. Hein. Surtout dans le contexte actuel. Exactement. Les millions d'investissements, c'est compliqué. Eh oui. Le projet xCloud, les inscriptions sont ouvertes. Ça y est. Donc, alors, normalement, je pense que c'est depuis ce matin, si je ne me trompe pas. Donc moi, j'ai fait le test pour m'inscrire. Donc, j'ai pas été malin sur ce coup-là, parce que j'ai essayé de m'inscrire depuis mon iPad. Et étrangement, arrivé sur la page d'inscription, rien ne s'affichait. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi ça ne marche pas? Ensuite, je teste depuis mon navigateur, qui est Safari, sur mon Mac. J'arrive sur la page d'inscription, rien ne s'affiche. Enfin, j'ai un fond d'écran, mais rien. J'ai pas le texte, j'ai pas le formulaire, j'ai rien. Magnifique. Et là, je me dis, attends, tu es en train d'essayer de t'inscrire sur un projet xCloud depuis un ordinateur Mac avec un navigateur Safari depuis un iPad. J'ai dit, bon, effectivement, s'ils sont pas trop bêtes, ils ont peut-être fait une règle pour essayer de censurer et de pousser plutôt leur navigateur, surtout que derrière, le but, c'est d'utiliser leurs produits, notamment les navigateurs et les tablettes Android. Donc, j'ai lancé une machine virtuelle sur mon Mac avec mon Windows 10 et j'ai lancé l'inscription. Et là, ça a fonctionné sans problème depuis Internet Explorer. Donc, si vous voulez le faire, pensez à le faire au moins depuis Internet Explorer, c'est sûr que ça marche. J'ai pas essayé depuis Firefox. Alors du coup, du coup, t'es inscrit. De quoi ça? Alors moi, je suis inscrit. Maintenant, est-ce que je serai dans la liste de ceux qui auront été sélectionnés? Ça, j'en ai aucune idée. Et si c'est le cas, je vous ferai un test avec grand plaisir après avoir testé Stadia, Shadow. Je vous testerai le. C'est vrai, c'est notre spécialiste. Notre spécialiste test solution de cloud pour le gaming. Voilà.
Donc xCloud, c'est quoi? Parce que avec tout ça, je vous ai pas présenté, mais c'est, on va dire, le service en fait qui permet à Xbox de pouvoir jouer depuis un device de type, par exemple, Android, sur une machine dont la puissance a été déportée dans le cloud. Donc, au lieu de jouer depuis votre PC, vous avez votre PC qui est dans le cloud et il vient streamer en fait l'affichage du jeu, puisque c'est des jeux, sur votre device, et donc la puissance de calcul est déportée. Donc vous allez me dire, ouais, ok, mais ça on connaît, c'est Stadia, c'est Shadow, voilà, exactement. Oui, effectivement, on connaît. C'est clairement une solution concurrente à cela, sauf que, et moi j'aime bien l'approche, Microsoft la joue différemment de Stadia. Stadia, ils ont un produit qui est encore en cours de dev, et puis ils la poussent, ils font payer. Ouais. Et allez-y, connectez-vous et vous allez bien voir et vous serez bêta-testeur, on va dire. Oui, c'est ça. Et alors que Microsoft l'a fait un peu à la GeForce Now, c'est-à-dire on ouvre d'abord on s'assure que ça tienne la charge, que ça soit bon. Ensuite, on ouvre une bêta sur une population très limitée pendant je ne sais pas combien de temps. Mais ils disent que normalement, sur l'année 2020, on devrait avoir l'offre qui devrait être proposée. Ok. Donc à voir si ça sera vraiment le cas ou pas. Mais en attendant, ils disent aussi que c'est pas le moment en ce moment de le lancer de manière massive. Bizarrement. Puisque effectivement, on est tous en train de préserver les réseaux. Donc c'est pas le moment, c'est pas le bon timing en termes de communication marketing de lancer maintenant un service de streaming de jeux vidéo. Ouais. Clairement. C'est pas faux. Mais ça perturbe énormément de lancements de produits et tout ça. Hein. C'est assez. Ouais, tout à fait. C'est pas les bonnes fenêtres en tout cas de communication sur ce type de service-là. Non. Il y a qu'à voir Disney+, dont on parlait tout à l'heure, où le lancement a été demandé en décalage de 2 semaines. Même si on avait fait un point ensemble et qu'on avait vu que c'était pas forcément une question de réseau, mais plus une question de service. Bien sûr, bien sûr. Oui, Tolex, la force de Shadow, c'est l'accès à une machine avec l'installation de ce qu'on veut. Ça, clairement, ouais, quoi. Tout à fait. Donc, et on peut faire du gaming dessus, comme on peut faire du montage vidéo, du streaming, on peut faire ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Alors que xCloud, c'est une console dans le cloud avec une liste de jeux prédéfinie. Tu installes pas ce que tu veux, tu fais pas ce que tu veux. Là, les concurrents directs, c'est Stadia, c'est GeForce Now, et peut-être Amazon. Une autre solution, c'est moi qui fais l'enchaînement. Allez, vas-y. Amazon Tempo. Tempo. Ouais. Exactement, qui est le projet de cloud gaming d'Amazon. Donc, ça fait plus d'1 an que la rumeur indiquait qu'ils étaient clairement dessus, en train de travailler sur cette solution-là, donc de pouvoir faire du cloud gaming, mais version Amazon. Faut pas oublier qu'Amazon, et pour pouvoir faire du cloud gaming, c'est avant tout de l'infra, avec des serveurs, et que Amazon, c'est AWS, Amazon Web Services. Ils ont ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut. Donc, ils savent faire. Clairement, il n'y a aucun problème là-dessus, donc forcément, ils doivent y aller. Il n'y a aucune question à se dire est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Non. Et d'ailleurs, ils vont même, je crois, hoster s'il y a une solution concurrente sur PS4, enfin sur PlayStation. Voilà. Donc clairement, ils ont les infras, ils savent faire, ils ont la compétence. Maintenant, il faut faire du gaming, il faut avoir une offre différenciante. Oui. Et il faut avoir aussi des exclusivités. Et c'est le cas. S'ils avaient leur moteur de jeu, voilà, exactement. Exactement. Et là, donc il y aurait 2 premiers jeux, dont le premier qui s'appellerait Crucible. Alors je vous ai Crucible. C'est très chouette, je trouve, graphiquement. L'illustration. Ouais, je trouve intéressant. C'est un jeu pour Nelly Girl, ça, avec des furies, tout ça. Ah ouais, c'est vrai. Des animaux et tout. Ouais. Et donc, là, si vraiment ça part, ils disent que ça devrait être lancé au mois de mai. Donc, carrément, à donc voir, tout de suite, quoi. Bah, écoute, voilà. Donc, bon, moi, ça me paraît tôt parce qu'on n'a pas eu du tout de teasing, rien du tout. Non. Peut-être que le truc est prêt depuis un moment, mais on le sait pas. Et le second jeu serait New World, et lui devrait être dévoilé le 26 mai. Ok. Donc, si tout se confirme, en tout cas. On aurait tout ça. Clairement, sur Amazon a une énorme carte à jouer, c'est Twitch. Ah, mais bien sûr. Et les liens entre Twitch et sa plateforme. Et peut-être qu'il pourrait faire avant Stadia ce que proposait Stadia. Oui, l'interaction sur YouTube, qui est l'interaction avec un streamer. Bah oui, mais donc, en fait, ils l'ont déjà fait. Il y a des jeux qui intègrent déjà ce genre de choses. Dead Cell, par exemple, intègre l'aide par le public. Mais il y en a plein d'autres, des jeux indés et tout ça. Mais il est vrai que
qu'effectivement Amazon pourrait intégrer pas mal de choses avec Twitch et faire des jeux du coup interactifs complètement avec la communauté. Et ça change absolument tout, je trouve. Je trouve que c'est vraiment une bonne initiative. Mais surtout, tu as un streamer qui joue un jeu, le jeu tu trouves qu'il est sympa, c'est un jeu multijoueur, ben tu cliques sur le bouton et t'achètes le jeu et tu le rejoins dans sa partie. Bah voilà. L'argument commercial, il est top, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Donc à suivre en tout cas. Ouais, exactement. On reste dans le jeu vidéo quand même. Il y avait une grosse news, c'est l'annonce de la manette de la PS5. Bah là voilà. Voilà un morceau. C'est beau. Ouais. C'est beau. Honnêtement, je la trouve vraiment chouette. Je sais pas toi ce que t'en penses. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, en tout cas, je suis assez fan. Je trouve ça vraiment sympa. Par contre, quand je la vois, je pense vraiment aux manettes pour le coup de Xbox, puisque moi, j'en ai une Xbox blanche avec la manette blanche et ça me fait vraiment penser à ça. Ouais, mais je trouve qu'il y a un petit côté, un petit look Portal aussi dedans avec le bleu, là, ouais, c'est vrai. Enfin, tu vois, on retrouve un peu. Et surtout, on casse les codes couleurs des boutons à côté. Donc les triangles, carrés, croix, ronds. C'est audacieux de casser les codes couleurs qui étaient assez forts dessus. Et on a vu sur l'image que tu as présentée tout à l'heure aussi, c'est qu'on est sur de l'USB-C aussi, enfin. Si on y voit bien. Et l'autre point, pour être complet sur mon avis dessus, c'est sur ma Xbox, j'ai une manette blanche parce que j'ai une Xbox One S blanche. Ah oui. Et donc, je me dis, une manette blanche sur une PS5 noire, alors ok, il y a un peu de noir, mais est-ce que la je suis d'accord avec PS5 toi. n'aurait pas une version blanche? Ouais, est-ce qu'elle serait pas justement, mais même biton, parce que tu vois, noir, blanc, avec un trait bleu ou un machin. Ou biton, exactement. Voilà, ça pourrait être pour reprendre un peu le design de la manette. En tout cas, le trackpad serait haptique et tout ça, enfin avec un retour haptique et tout, donc à voir. Mais c'est vrai qu'ils sont à fond sur ce truc tactile et tout. Voilà. Est-ce qu'elle sera compatible PC, autre device, Apple TV, Android TV? C'est la bonne question, Nico Poppy. Pourquoi pas? On peut associer des manettes Xbox sur iPad, mais je crois que les manettes PlayStation aussi. Si je dis pas de bêtises, avec une petite manip en plus, mais voilà. Mais moi, je la trouve vraiment, vraiment chouette, quoi. Honnêtement. Ouais. Et je trouve que c'est audacieux parce que autant la PS3 et la PS4, la manette. Ah bah c'était les mêmes, hein, là. Ouais, mais c'était léger, la DualShock. Vraiment le form factor. Ouais, d'ailleurs, elle s'appelle la DualSense, celle-là. Ouais. Autant là, tu vois vraiment une démarcation. Enfin, il y a un vrai style. PS4, il faut regarder pour faire la différence. Une fois que tu l'as bien devant les yeux, tu le vois. De loin, tu te poses la question souvent. Non, mais il y a un vrai style. Bon, avec le pavé tactile, tu retrouves. Là, tu viens casser quand même ton référentiel, tout en gardant un peu de continuité. Ouais, c'est ça. C'est un mix vraiment entre la manette PlayStation et la manette Xbox, en fait. Ah ouais, vraiment. Et je trouve qu'elle est réussie. Je trouve vraiment qu'elle est réussie. En tout cas, chapeau bas. Tu vois, pourtant, je suis pas fan de PlayStation, mais je trouve vraiment que la manette. Moi, vraiment, je maintiens, ça m'interpelle énormément sur la future design de la console. Ah oui, je me dis qu'il y aura forcément un lien. Ouais. Bah, j'espère. En tout cas, si c'est la console aussi belle que ça. Après, j'aime beaucoup le look de la Xbox One X. Cette espèce de cube là, simple, design industriel, machin, je la trouve super belle. Mais bon. C'est audacieux là aussi de casser les codes et de dire maintenant Xbox on va l'avoir. Series X, oui, j'ai dit Xbox One X et Xbox Series X. Ouais. Effectivement. Bon, sinon, on passe à complètement autre chose. On va parler de Facebook. Avec un titre à rallonge qui va pas passer, voilà. C'est moi. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est une petite news rapide, mais c'est des rumeurs, en tout cas, et qui serait que la société NSO, en tout cas, accuse Facebook d'avoir tenté de racheter Pegasus, qui est un logiciel espion qui est utilisé par les autorités pour obtenir les infos sur un iPhone. C'est ça. Et qui permet de récupérer ces informations-là. Un des objectifs aurait pu être de mieux espionner les iPhones. Et c'est au même moment que Facebook en fait déployait le Navo Project, qui est un VPN qui lui permettait de surveiller et d'espionner ses utilisateurs à leur insu pour mieux cibler les publicités. Donc ça avait déjà fait scandale.
Et c'était Facebook avait été contraint par Apple de retirer Onavo Project de l'App Store parce que ça venait espionner en fait toutes les données des utilisateurs et Exactement. Apple forcément là-dessus cheval blanc sur la protection des données de ses utilisateurs. Donc l'avait supprimé et ensuite il avait été supprimé également du Play Store par la suite. C'est ça. Donc Facebook dit non. Hein. Voilà. Facebook dit non, mais on n'a jamais voulu faire ça, vous vous rendez compte Pas de style. C'est cela, ouais. Alors, enfin, donc, bon, je trouvais que c'était intéressant en tout cas, bien sûr. Pour montrer que ça continue, quand on ferme la fenêtre, on essaie de passer par la porte. Quand on ferme la porte, on passe par le garage. Enfin bon, on essaie de trouver un truc, quoi. Tiens, on termine avec une dernière news. Google, Android 11. Google qui tente de forcer la main des constructeurs. Donc là, ça va assez loin. L'idée, c'est que c'est toujours dans l'idée de rendre les terminaux, de mettre les terminaux à jour le plus vite possible. Il y avait le fameux projet Treble qui permettait de séparer en gros l'OS du reste de la surcouche constructeur. Ça permettait de mettre à jour juste cette partie OS, seulement c'était pas toujours le cas. Il y a encore des constructeurs comme Samsung, pour pas les citer. C'est eux qui sont dans le viseur, hein, clairement. Mais c'est comme des constructeurs comme Samsung et d'autres qui avaient tendance à garder des liens très très forts avec le cœur de l'OS et du coup à empêcher ces mises à jour régulières. Eh bien, maintenant, il a été découvert en fait dans AOSP, donc la version open source Android, un petit changement, donc un petit comportement chelou dans le Vendor Test Suite. La Vendor Test Suite, c'est quoi? C'est le truc où tu soumets ton téléphone, ça te dit si oui ou non il peut être estampillé Android ou pas. Et en gros, maintenant, il y a un nouveau paramètre qui est nécessite un virtual AB ou Air Launches. Et donc, qu'est-ce que c'est ce virtual AB ou Air Launches? Tout simplement, c'est deux partitions sur Android Air. Hein, c'est deux partitions. Donc, vous avez en fait une partition A qui contient par exemple la version 8 d'Android, une partition B qui contient aussi la version 8 d'Android mais qui est inactive. Il y a une mise à jour qui se fait sur la partition B qui est toujours inactive. Elle est en version 8.1. Vous éteignez, vous redémarrez le téléphone et en fait il va booter sur la partition qui possède l'OS le plus récent. Donc il va booter sur la version 8.1. Voilà. Et ça en fait c'est comment ça s'appelle, c'est vraiment le fonctionnement pour eux pour faire en gros du seamless update, c'est-à-dire que les utilisateurs Android aient l'impression qu'il suffit juste d'éteindre et de rallumer le téléphone pour qu'il soit à jour et plus qu'il passe 5 minutes ou 20 minutes à faire son update, comme d'ailleurs sur iOS, hein, ça met énormément de temps à faire les updates, alors que là ça serait presque transparent, c'est-à-dire qu'il télécharge l'image, il peut décompresser ça s'il faut en tâche de fond et il te met juste une notif en disant vous redémarrez et ça sera fait. Et il redémarre sur l'autre partition et c'est fait en fait. Donc plutôt pas mal. Simplement, évidemment, ça va devenir comment s'appelle, quelque chose de requis pour pouvoir utiliser Android. Et donc, ça va prendre juste la place de stockage, ça c'est clair. Il va falloir deux partitions. Et donc, du coup, Samsung pourra plus faire sa tambouille comme il faisait et d'autres constructeurs. Je vais pas cibler que Samsung, mais voilà. Du coup, ça c'est fini. Et l'idée en fait derrière ça, c'est que il veut forcer les constructeurs qui sont récalcitrants à faire ces partitions-là, enfin à faire ces trucs-là, à sauter le pas. Et comme ça, en fait, pouvoir proposer des updates beaucoup plus rapidement d'Android, ce qui est pas plus mal. Les updates majeurs, hein, pas juste une petite update de sécurité, c'est absolument tout. Donc voilà. À voir ce que ça va donner, mais l'intention est là en tout cas. C'est un gros cheval de bataille, en tout cas, pour Android, d'arriver à faire en sorte que son parc, que les parcs de téléphones qu'il utilisent toujours les dernières versions, parce que typiquement, à chaque fois, Apple se moque en conférence des adoptions des nouveaux systèmes versus ce qu'eux arrivent à avoir sur iOS. Donc c'est clairement un cheval de bataille clairement. Ils doivent gagner. Hein. Bon, tu as voulu nous faire un dossier comme tout le monde fait. Conseil pour le télétravail. Tout le monde l'a fait, mais il fallait bien qu'on le fasse. Ouais, c'est ça, exactement. Peut-être rapporter des éléments que certains n'ont pas encore vus. Ouais, je sais pas. On va enfoncer des portes ouvertes, peut-être un peu, mais. Allez, on y va. Donc, tes conseils, toi, pour le télétravail. Oui, alors, encore une fois, c'est du classique, mais c'est pour pouvoir un petit peu aider. Sur le télétravail, en fait, ce qui n'est pas toujours évident, c'est d'arriver à organiser sa journée. Donc, arriver à organiser sa journée, c'est pas simple. Donc là, je parle pas forcément par rapport aux enfants. Hein. Oui, mais de manière globale, le télétravail. Son travail personnel, en tout cas. Et s'aménager des plages de travail.
Donc c'est vraiment, normalement, c'est un des conseils qui marche bien, c'est de se dire, on vient passer par exemple 45 minutes, et pendant 45 minutes, j'ai mon portable qui est éteint. Bon, moi j'aime bien avoir une musique de fond, mais ça m'aide à me concentrer. Oui. Et je sais que pendant 45 minutes, je vais être sur une tâche bien précise et je vais dépiler les différents éléments que je dois faire. Et au bout de 45 minutes, je sais aussi que je vais avoir une pause pour pouvoir justement un peu m'aérer, repartir sur autre chose. Pause de 5-10 minutes, pas plus, et puis on repart sur un nouveau focus de travail. Un nouveau focus de travail, ok. Voilà, donc il y a des applications qui permettent d'aider là-dessus, mais bon, clairement, juste un timer, ça suffit, et j'ai pas trouvé d'application sur iOS gratuite qui permette de le faire. Donc voilà, je vous recommande plutôt un timer. Ouais, et ça aide en tout cas d'avoir un minuteur qui te faire un rythme. Il reste plus qu'une demi-heure et plus qu'un quart d'heure. En fait, c'est même assez motivant parce que ça te pousse à terminer ta tâche aussi. C'est ça. 45 minutes, après j'ai ma pause, machin. C'est comme si quelqu'un venait te chercher pour un café ou un machin. Il faut que tu finisses ta tâche, quoi. Et ça marche pas trop mal. Ça marche pas trop mal, j'avoue. Moi, je fais un truc différent. C'est-à-dire que je m'autorise 5 minutes de pause, aller me faire un café, ou je sais pas, des fois c'est 5 minutes de pause, ça n'a rien à voir, hein. C'est genre, je vais passer l'aspirateur, ou jouer avec le chien, ou, enfin tu vois, peu importe, ou promener le chien juste dans le parking de la résidence, ou dans le jardin, ou peu importe. Mais je me dis, je sais que j'ai ça après, c'est ma récompense. Je vais pouvoir faire autre chose que je pourrais pas faire si j'étais au travail. Mais en fait, je termine ma tâche. Et du coup, je découpe toute ma journée en tâches. Je sais que je dois faire une vidéo, machin, je dois écrire un scénario, je dois faire un truc. Du coup, j'écris le scénario. Une fois que j'ai fini ça, je m'autorise une petite pause. Ensuite, j'enchaîne, je fais le montage. Je m'autorise une petite pause. Je lance l'encodage et je démarre le prochain truc. Enfin, tu vois, j'ai tout découpé comme ça. Et ça fait des trucs qui font, oui, entre 30 et bon, des fois, ça dépasse les 45 minutes. Hein. Mais voilà. Et ça permet justement de garder ce rythme-là. Surtout, on voit pas le temps passer. Donc moi ça m'arrive des fois qu'à 12h30 ou 13h je me dis oh là qu'est-ce qui se passe, faille spatio-temporelle, si je suis absorbé dans un truc. Donc le timer est assez important pour ça. Ton deuxième conseil est important pour moi, c'est même le plus important. Ouais, c'était de s'aménager un coin à part. Ouais. Donc je parle bien d'un coin à part, bien sûr idéalement une pièce séparée. Si vous avez une pièce, voilà, un bureau ou autre. Mais voilà. Donc idéalement la pièce séparée et de bien marquer que voilà, lorsque je suis dans cette pièce-là, je suis là pour travailler en fait. Et je suis d'éviter de se retrouver au milieu de son salon avec d'autres personnes qui gravitent autour. Et donc c'est pour ça que je dis bien un coin à part, parce que ça peut être aussi, si tout le monde est au salon, de rester dans la chambre, mais un coin à part de la chambre où on a pu s'installer un minimum avec quelque chose qui permette de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, en se ménageant notre dos, en essayant d'avoir une bonne position avec un écran, un vrai écran, voilà, dans l'idéal. Pour que se ménager aussi sur du télétravail sur des longues durées. Ouais, alors si vous n'êtes pas seul en plus dans votre confinement et votre télétravail, la pièce séparée c'est juste essentiel. C'est-à-dire que sinon vous allez être perturbé par quelqu'un qui passe, un bruit, enfin bref, peu importe. Et ça devient compliqué. Alors moi j'ai la chance ici d'avoir une pièce séparée, et sans ça serait compliqué. Enfin, clairement, j'aurais beaucoup de mal à m'y mettre. Même si c'est dans la chambre, un bureau dans la chambre, ou peu importe, je sais pas, je me sentirais pas à l'aise, je sais que je suis dans la chambre, enfin voilà. Mais si vous pouvez vous aménager un coin, vous faire un petit bureau dans un coin de votre appart ou autre, ça peut être vraiment le truc salvateur qui va vous aider justement à vous y mettre, quoi. Ouais. Faire de la visio, tu as mis aussi. Ouais, mais ça c'est pour pouvoir garder le contact avec ses collègues, visuel avec des collègues dans la mesure du possible aussi. Moi j'en ai une ou deux par jour, et effectivement c'est important. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça aide en tout cas, et ça aide à garder le contact avec ses collègues. Ça impose aussi de s'habiller correctement. Oui. Donc, mais c'est bête, mais effectivement, il faut. C'est important en tout cas sur l'image qu'on revoit de soi, pour soi-même en tout cas. Oui, et puis surtout dans les conditions d'être au travail. C'est-à-dire que si t'es en pyjama, t'es pas du tout dans les conditions d'aller bosser. C'est ça. Alors que tu t'habilles. Ça aide pas à se mettre le dos. Voilà, exactement. Ouais. Moi j'ai un gros avantage d'un truc qui s'appelle la matinale le matin, qui déjà me force à m'habiller. Donc du coup c'est réglé. Mais non, mais dans les faits, oui, il faut vraiment faire ça, il faut garder ce rythme-là. Tu as tout à fait raison. Donc là sur la visio, moi je parlais de Teams, Zoom, mais là c'est totalement dépendant des solutions qui sont autorisées par votre société. Et attention, sur Zoom, il y avait des problèmes de faille de sécurité. Ouais, le gros souci en plus de Zoom, c'est l'installation locale de trucs assez profonds dans l'OS et installés à l'arrache.
quand vous êtes sous Windows. Donc si vous utilisez Zoom, conseil, utilisez-le plutôt sur vos mobiles. C'est ce que je disais dans le rendez-vous tech. Sur mobile, au moins, tout est sandboxé. Donc si jamais vous voulez le désinstaller, ça supprime absolument tout. Alors que voilà. Gardez le lien avec les autres. Oui, donc on a vu là, c'était dans le cadre pro. Maintenant, on peut aussi échanger avec des collègues de travail, mais dans le cadre aussi pour avoir des échanges et des discussions. Des discussions sociales, voilà. C'est ça. Voilà, exactement. Et donc là, typiquement, c'est vrai que WhatsApp, c'est une bonne application pour ça. Créer des groupes pour le boulot, voilà. Tout ça. Ouais. Et donc, un des points, c'est la possibilité aussi de s'envoyer des photos. Donc, il y en a qui postent des photos. Je vois le genre de photos. Mugs, des choses comme ça. Ton mug de tous les jours, voilà. Bits, que vous retrouvez dans la boutique, évidemment. Évidemment. Que vous retrouvez dans la boutique. Mais bon, que vous pouvez prendre en photo, ça peut être des challenges là-dessus, de s'envoyer des photos de mugs, dont s'envoyer des histoires, des points marrants. Bon, voilà, en ce moment, il y a plein de trucs qui tournent. Donc, en tout cas, ça permet de garder le lien et de garder un esprit d'équipe et d'avoir l'impression, quand même, malgré de ne pas être isolé. On reste une équipe. C'est ça, de ne pas être complètement isolé, le mec qui bosse à distance et tout ça. Ouais. Team Moods, ça je connaissais pas. Ouais, Team Moods, c'est une application, enfin c'est un site internet. Okay. Alors, ils proposent 30 jours d'essai gratuit. Et ils vont vous envoyer un mail tous les jours pour vous demander quelle était votre journée. Et avec si c'était bien ou pas, et l'humeur, quoi. Et donc, vous cliquez sur le lien dans le mail et vous avez la possibilité d'ajouter un commentaire. Et une fois que vous avez validé, vous voyez ce que les autres collègues ont mis. D'accord. Et donc, ça permet de remonter un peu tout. Donc, attention, en fonction de la politique de sécurité de votre société, il faudra bien sûr mettre aucune information qui sont relatives à la société parce que c'est en dehors des serveurs de la société. Mais ça vous permet, par exemple, de marquer aujourd'hui, une journée moyenne, il pleuvait. Oui, ok. Voilà. J'ai pas pu sortir, j'ai pris 135 € d'amende ou peu importe quoi. Ouais. Donc, mais c'est pas mal du tout et ça permet d'avoir une autre approche et de savoir un peu ce qui s'est passé sur les collègues et encore une fois de maintenir cet esprit d'équipe. Ok. Pour ceux qui travaillent en équipe. Ok. Charlie qui dit j'ai fait le t-shirt challenge, ça n'a pas fait avancer ma journée. D'accord. Je connais pas le t-shirt challenge. Non, pas non plus. Bon, on va terminer l'émission rapidement parce que on a déjà été très très long et on va se faire taper sur les doigts pour le stream d'après. Donc je vais aller assez vite. Merci Toufik qui a offert un abonnement. Je vais parler de la sélection de la semaine et moi ma sélection de la semaine c'est ceci, la GTX 1660 Ti. Alors ça c'est une dual OC, enfin bon, il y a différents modèles de ces cartes graphiques. Pourquoi en fait c'est un vrai coup de cœur cette carte graphique? Parce que elle repose sur l'architecture Turing des GeForce RTX, la série 2000, tu sais, les 2060, les 2070, les 2080 et tout ça. Et RTX donc c'est celle qui gère le ray tracing et tout ça. Et donc, elle dispose de cette architecture, mais ils ont retiré quelques éléments, donc les RT Core et les Tensor Core, qui servent justement à tout ceci. Donc voilà, ça permet en fait quoi? Ça permet d'obtenir un prix moins élevé. Donc là, je vous ai mis un petit graphique pour comparer la 1060 et la 1660. Et ça fait des grosses différences en termes de performance. Voilà, vous avez quasiment sur la globalité, après quand on se rend dans les jeux et tout ça, vous avez un boost de puissance qui est de quasiment plus 36%, ce qui n'est pas négligeable par rapport à l'ancienne architecture Pascal dans les faits. Hein, voilà, ça se passe comme ça. Un petit comparatif d'ailleurs de différentes cartes. Donc la RTX, ça va de la RTX 2080 Ti, donc le top du top, jusqu'à la 1060 qui était la gamme d'avant. Et on voit qu'en fait le nombre de transistors a quand même sacrément augmenté. Puisqu'en gros on est au niveau d'une 1080 ou d'une 1070 Ti sur la 1660. Il y a un tout petit peu plus sur ces cartes là, mais voilà. Surtout elle est gravée en 12 nanomètres au lieu des 16, et ça fait une grosse différence en termes déjà de densité de transistors par millimètre carré, puisque la 1660 Ti du coup a plus de transistors au millimètre carré que par exemple une GTX 1080 ou une 1070 Ti. Alors elle en a un poil moins que la 1080 Ti, mais voilà. Ça reste top. Pourquoi? Pour la consommation énergétique.
et le refroidissement. Et ça change absolument tout. Donc je vous montre moi celle que j'ai de plus près. Donc là vous avez la boîte, vous avez la carte. Donc ça c'est une Asus. Et alors elle a un petit défaut, ce modèle-là en particulier, je trouve, c'est que la partie ventilateur est hyper grosse. Voilà, c'est juste ça. Ouais. Donc c'est juste ça. Alors oui Sébastien, il n'y a pas les super, là je parle de la TI. L'intérêt en fait de ces cartes là surtout, c'est que non seulement elles consomment peu, donc ça veut dire pas besoin de changer d'alimentation, mais en fait si tu as une vieille config avec des GTX 960 ou 970 ou 980, tu vois, ce genre de truc, tu peux réussir à caser dans ces vieilles configs ces cartes là, sans que ça consomme plus, sans que ça chauffe plus en fait. Et tu as des perfs dignes des cartes graphiques haut de gamme de l'année dernière ou l'année d'avant, tu vois. Donc, alors moi, pour le jeu, c'est le prix là qui va m'intéresser avec tout ce que tu viens de nous vendre. Pour le Full HD, en plus, c'est top si vous n'avez pas d'écran 4K et tout. Voilà. Gamme de prix, les 1660 Ti, ça démarre aux alentours de 200. Alors, si je dis pas de bêtises, vous trouvez les premières, celles avec un seul ventilo, tout ça, avec qui sont pas forcément overclockées. Vous les trouvez aux alentours de 279 €. Celle-là, elle est à 379 € parce que bon, déjà c'est une TI, elle est overclockée, c'est une 6 Go, enfin bref. Elle est un peu, voilà, des besoins un peu spécifiques, mais voilà. Donc, mais sinon, vous pouvez trouver des modèles beaucoup moins chers. Il y a quasiment 100 € d'écart entre la première et la plus grosse. À noter que aujourd'hui, enfin cette semaine, ils ont annoncé les 1650. Les 1650 sont un poil moins performantes. Ça reste quand même plus performant qu'une 1060. Et l'intérêt, c'est que ces cartes-là démarrent à 149 $. Donc on va les trouver nous aux alentours de 209 €. Ouais. Et elles seront top. Ça consomme combien? Ça consomme 120 watts versus 170 ou 180 pour une 1080. Donc, et ça n'a rien à voir. Et en termes de température, par rapport à une 1060, tu passes de 70 degrés de le GPU à 43 ou 50 degrés. Ah oui. Ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Donc les 1650, pareil, ça va être le même type, un peu moins cher. Donc ils vont sortir les 1650 super et tout. Et aussi l'autre gros intérêt, c'est que ces architectures Turing intègrent les nouveaux chipsets d'encodage NVENC. Donc si vous faites du streaming et que vous utilisez OBS, vous avez en plus un chipset qui est plus puissant encore et qui soulage encore plus le GPU pour l'encodage et le streaming. Donc si vous voulez vous monter une machine de stream et que vous n'avez pas un gros budget, foncez vers ces cartes. 1660, cette gamme-là, voilà, ou 1650, si vous avez encore moins de budget, un budget un peu plus serré, et vous pourrez faire tourner tous les jeux récents en 1080 sans souci, et vous pourrez streamer avec. Donc honnêtement, c'est un vrai coup de cœur, et je trouve que c'est une vraie réussite de la part d'NVIDIA. Et c'est assez rare de voir, tu vois, l'architecture Turing haut de gamme. Moi, tu vois, dans le mien, j'ai une 1080 qui est en fait sous Pascal, donc l'ancienne architecture. Bah, j'ai des perfs qui sont supérieurs à la 1660 Ti, mais pas très loin. Mais vraiment pas très loin, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'on peut mettre un boîtier éthanol? Demande Free. Vous pouvez mettre du refroidissement liquide sur toutes ces cartes, faites ce que vous voulez. C'est absolument pas un souci. Il y en a même parmi les 1060 les moins costauds, certaines qui ont un seul ventilo, pour te dire à quel point ça chauffe pas en fait. Ah oui, elles sont toutes petites, elles ont un format ultra compact. Donc c'est pas, tu vois, des grosses cartes graphiques, ça reste un tout petit truc. Honnêtement, c'est bluffant. Moi je l'ai installé là dans le PC de Chag. Donc elle avait une 1060 à l'origine. Là du coup le PC chauffe moins et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut mettre des néons? C'est pour un ami. Oui, tu peux en trouver des versions avec RGB qui clignotent dans tous les sens et tout ça, c'est pas un souci. Pour te dire, au départ cette carte je l'avais achetée pour la mettre dans mon ordi pour remplacer ma 1080 parce que je voulais pas dépenser une fortune. Et parce que je pensais que ma 1080 était naze et en fait a priori non. Donc du coup je garde ma 1080 et du coup j'ai mis la 1660 Ti dans le PC de Chag qui va streamer juste après. Et ça permet d'avoir une qualité d'encodage et tout ça qui est vraiment tip top sans jouer sur les perfs de la machine. Et ça voilà, c'est un bel upgrade sans avoir à changer toute ta machine parce qu'encore une fois t'as pas besoin de changer la lime, ça marche très bien si t'avais un PC avec des GTX 960. Donc c'est top. On va avoir un Ori sans lag. Alors les lags de Ori sont liés sans doute à autre chose. C'est ton coup de cœur là. Ah mais c'est un vrai coup de cœur. Je suis absolument fan de ça.
Si vous n'avez pas trop de budget, foncez sur cette gamme-là. On a terminé. Pour nous retrouver sur les internets, @Cédric Bonnet pour moi et @Bertrand Innove. Alors c'est possible d'afficher une capture le temps que je m'installe. Oui, bien sûr, on va mettre la boucle de toute façon, Chagara. Donc c'est pas un problème. Je vais laisser la boucle. Ah oui, tu veux t'installer là maintenant. Mais on a terminé. Donc @Cédric Bonnet, @Bertrand Innove sur Twitter. Pour nous suivre sinon, pour nous soutenir, tipeee.com/CD Renegade et Twitch Prime. La boutique aussi est ouverte si vous voulez en savoir plus. StudioRenegade.fr. Je me speed. Merci à toi, Bertrand, et on se retrouve du coup peut-être la semaine prochaine. Mais moi, vous me retrouvez demain matin dans la matinale pour ceux qui nous suivent en direct. À très vite. Merci à toi et merci à vous d'avoir suivi l'émission. Ciao, ciao. Ciao.